De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Nous sommes toujours donc avec Daniel Togning, écrivain, Gaston Maungo, également écrivain, Mahmoud Alpha Boukanier Maïga, journaliste spécialiste du Sahel. Tout de suite, notre Zoom Société. Et aujourd'hui, on prend la direction de la Côte d'Ivoire pour le FENUA. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui se tient depuis ce mardi en Côte d'Ivoire. Près de 20 000 festivaliers sont attendus jusqu'au 22 avril. Et la thématique retenue cette année, jeunesse africaine et immigration clandestine, un sujet qui fait plus que jamais écho à l'actualité. C'est un reportage d'Olive Adjakotan. 230 milliards de dollars, c'est le montant que les immigrés envoient comme argent dans leur pays d'origine chaque année. C'est plus que l'aide de développement en direction des pays africains. Pour les autorités ivoiriennes et les organisations internationales, l'immigration n'est pas mauvaise en soi. Ce sont les conditions qui posent problème. Les candidats au départ en Europe paient en moyenne 2 millions de francs CFA pour leur odyssée. Ces derniers sont en majorité issus des villes de Daloa et Abidjan. À Abidjan, ce sont les communes d'Abobo et de Yopougon qui fournissent le plus gros contingent. Les migrants partent pour échapper à la dure réalité de leur pays selon les jeunes. On nous dit, oui, restez en Afrique, vous allez travailler, vous allez entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut avoir des idées. Il faut avoir des moyens pour entreprendre. Le gouvernement ne fait rien pour ça. Ils nous vendent des rêves en nous disant, restez ici, ne migrez pas. Mais si ailleurs, à la télévision, nous, on voit des jeunes vivre la belle vie, que nous, on n'a pas, on voudra aller aussi vivre cette belle vie. On ne voudra pas rester en Côte d'Ivoire, ici, souffrir dans la chaleur. L'une des causes principales de l'immigration clandestine, c'est le manque d'emploi pour les jeunes. Ceux-ci réclament au gouvernement africain de vraies politiques pour tirer parti des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes qui vont en Europe, qui pensent que c'est en Europe seulement on peut réussir. Mais ce n'est pas en Europe seulement on peut réussir, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de ressources. Voilà. Ce que nous devons faire, c'est de prendre, c'est d'avoir une prise de conscience, voilà, de ce que nous-mêmes nous voulons. Okay. C'est de savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'opportunités. Le vrai problème n'est pas au niveau de la sensibilisation des jeunes. Le problème se situe plus dans la manière de la gérance de nos infrastructures, nos ressources minières. Parce que c'est là le vrai problème. 250 millions de personnes dans le monde sont des migrants, la plupart légalement. En Afrique de l'Ouest, 80% des migrants restent dans la zone. La sensibilisation est le meilleur moyen de dissuader les jeunes de tenter l'aventure au péril de leur vie. Plusieurs milliers de morts ont été enregistrés parmi les migrants dans le désert en Libye et dans la mer Méditerranée en 2017. Alors en Libye, justement, les migrants d'Afrique subsaharienne seraient entre 400 000 et 700 000 selon les chiffres de l'Union africaine, un drame, mais qui trouve quand même très peu de résonance dans les discours des politiques, des pouvoirs publics de manière générale. C'est une préoccupation, Monsieur Maïga, qui demeure essentiellement évoquée au sein de la société civile, comme on le voit dans le cadre de ce festival. Il faut prendre les choses en amont. Et, la grosse masse des migrants, des jeunes migrants dans le désert libyen, ça c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué largement. Pour la simple raison qu'à l'époque, le fameux Kadhafi inondait tous les palais africains, tous les chefs d'État africains d'argent. Donc, ils sont muselés. Ils ne pouvaient même pas s'occuper de leurs propres concitoyens. En esclavage, là-bas, j'ai vu. Pratiquement. Je racontais, justement dans le chaos généralisé, l'épisode d'un groupe de jeunes Nigériens qui ont pu s'échapper des geôles de leur patron, dont mon voisin de siège. Ils ont pu prendre l'avion pour retourner à Niamey. Eh bien, il n'y a pas possibilité de revendiquer son salaire. Et on se fait tabasser, dans le meilleur des cas, pour ainsi dire. Sinon, on se fait tuer. Les prisons sont remplies de jeunes migrants. Ça, c'est sous Kadhafi. Moi, cette tradition a pris. Il y en a qui arrivent à traverser la Méditerranée, qui arrivent ici à Pelouza ou je ne sais où,
en Italie et se fondent dans les migrants en général. Mais il y en a d'autres qui sont encore là-bas en prison. L'histoire du marché aux esclaves, mais c'est une histoire connue. Mais quel est le responsable africain dont ces ressortissants subissent cette atrocité qui a levé le petit doigt pour dénoncer ça avant que les journalistes s'emparent du problème et que ça fasse le tour du monde en 24 heures? Alors, justement, Daniel Tegnang, les présidents africains, les chefs d'État africains ont du mal à passer, en tout cas à passer à un autre discours, à d'autres actions en dehors de la simple indignation. Oui, ça, c'est une évidence. Parce que le problème de l'immigration noire vers l'Europe, aujourd'hui, on sait qu'en Libye, ils sont retenus captifs. Oui. Voilà, ils sont dans la servitude. Aujourd'hui, je connais aussi un jeune homme qui est toujours, après l'euphorie, on a laissé le problème tomber. Mais ce qu'a fait le FEMUA, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où c'est une occasion de donner la parole aux jeunes, qu'ils s'expriment, oui, qu'ils écrient leur mal-être. Et les dissuader en même temps, c'est de dire, voilà, l'avenir est ici, elle n'est pas en Europe. Ben, sauf qu'on ne leur dit pas la vérité, parce que cette immigration-là, elle n'est pas acceptée en Europe, elle n'est pas aimée. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que déjà, dans le Maghreb, en Libye, ils sont retenus captifs. Oui. En Algérie, on les rapatrie parce qu'on ne veut pas mieux. Et voilà, ce n'est pas mieux non plus. Ce n'est pas mieux ailleurs en Afrique du Nord. Et c'est en Europe, ils ne sont pas acceptés. L'histoire, c'est de convaincre ces États-là, ben, vous restez chez vous, et éventuellement on donne de l'argent. Mais si on donne de l'argent au pouvoir qui ne peuvent plus, n'ont plus cette possibilité de crier leur indignation et éventuellement de prendre des décisions fortes. Aucun État africain, pour ceux qui ont fait mieux, ils ont rapatrié quelques migrants, mais ils n'ont pas dit vraiment que c'était ignoble. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent plus voir de ces choses-là. Personne n'a protesté. Non. Aucun État a protesté. Véritablement, non. Et c'est là qu'on peut se poser sur la question même de ce peuple noir aujourd'hui qui, des siècles, ont connu l'esclavage et qui n'ont rien appris de la souffrance même humaine. Et ça interroge aussi les autres peuples. Et voilà, c'est bien d'être esclavagiste. Où est l'humanité dans tout ça? Quand on a posé la question de l'humanité, la question de la dignité, maintenant on peut se retourner vers les pays africains et les Africains, vers les pays africains, les Africains disent, mais où est votre dignité? Où est votre part de réflexion? Comment voulez-vous conquérir le monde en migrant si vous ne pouvez pas conquérir votre territoire? Ils ont le moyen de le faire. Les jeunes peuvent rester et c'est sûr qu'on va demander à M. Gaston, hein, pourquoi nous dites jeunes de rester en Afrique alors que vous êtes à Paris? Oui. Alors, Monsieur Mamoungou. Exactement, c'est là la réponse que j'ai très bien débattue dans un ouvrage intitulé « Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des prisonniers africains, tome 2 ». Vous venez de suivre tout à l'heure l'interview de cette jeune femme qui dit « Ici, on nous promet et on ne réalise pas ». Là, ce sont les hommes politiques. Si vous voulez juguler la question de l'immigration clandestine, les fautifs, c'est vous et moi qui sommes établis ici. C'est nous qui devons démontrer que nous taillons ici. Mais tant que ceux qui sont au pays, quand ils nous demandent un petit 100 €, pour lui, là-bas, c'est 65 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Toi, tu envoies. Il demande un petit 20 €, toi tu envoies, il va penser que nous sommes bien ici, alors que toi ici tu t'endettes, tu as des gros problèmes, bientôt ta carte bleue sera bloquée. C'est nous qui sommes dans les diasporas européennes, américaines, qui devons donner le signal fort. Ce n'est même pas les hommes politiques, mais c'est nous, la société civile, qui devons prendre le taureau par les cornes. Est-ce que nous-mêmes nous rentrons au pays? Est-ce que nous-mêmes nous voulons
arrêter ce flux, nous, en rentrant, et aller nous battre avec les autorités actuelles pour leur dire nous devons changer la donne. C'est nous qui sommes les responsables de ce circuit. C'est nous qui vendons le faux rêve à nos jeunes qui sont restés de l'autre côté. Et personnellement, je suis dans ce combat-là. Je suis en train de voir comment réunir les gens pour nous conscientiser afin que nous puissions leur parler et leur dire la vérité. Il y a des gens qui disent « Oui, mais vous nous dites de ne pas venir. Et vous, pourquoi vous êtes là-bas? Si cela n'est pas bon, pourquoi vous demeurez là-bas ?» Donc nous devons leur donner des vraies réponses. Et les vraies réponses, c'est repartir au pays, travailler pour le pays avec... Nous avons des ingénieurs, des chercheurs, des innovateurs, nous avons des cerveaux. C'est nous qui devons nous décider de repartir là-bas pour que les jeunesses nous suivent. Alors peut-être pour pouvoir retourner là-bas, il faut aussi qu'il y ait certaines conditions quand même de l'emploi ou tout du moins un cadre. Ça c'est le piège, c'est le piège. C'est nous qui devons aller créer les emplois là-bas. En tout cas, une grande partie de la diaspora africaine voudrait bien effectivement rentrer sur le continent, mais attend quand même un cadre un petit peu propice. Franchement, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que ces gens de la diaspora, c'est des têtes ici. Ce sont des capacités extraordinaires ici en Europe. Quand ils disent les conditions ne sont pas remplies au pays, mais qui va remplir les conditions ? C'est vous qui devez rentrer au pays pour remplir les conditions. Ceux qui sont au pouvoir, nous les connaissons, ils veulent s'enrichir sur leur pouvoir de dictature. Mais alors nous rentrons, c'est ça, renverser la situation. Ce n'est pas tout simplement dire « eux ils font mal, eux ils font mal ». Non, c'est nous qui devons rentrer. Alors quand même, vous semblez accuser énormément la diaspora. Oui, je l'accuse. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Tognang. Je suis un peu outré parce qu'on ne peut pas accuser la diaspora. Ah, moi je le fais. Attendez, en tout cas, dans mes ouvrages, je le fais. Quand on est arrivé, on a trouvé les conditions autres que ce qu'on pouvait, le rêve qu'on pouvait avoir. Et moi, je l'ai dit dans Complot, sur le bord du Fundi à Yaoundé. Je donne quelques exemples. Quand vous voulez retourner, même si vous avez un petit capital, c'est tellement difficile de s'installer parce que personne ne vous aide. Il n'y a rien pour accueillir, du moins si je prends le cas du camp, pour vous aider à vous installer. Et ceux-là qui sont déjà sur place, vous vous demandez, mais vous êtes là-bas, pourquoi vous revenez ici alors que vous avez les possibilités de bonne vie? Donc il y a cette partie du discours, cette partie de faire qui est à combattre aussi. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a des pays qui ont compris qu'on peut compter sur la diaspora et qui essayent de mettre des choses en place pour le recevoir. Oui, à partir de ce moment-là, à partir où il y a des structures d'accueil, on peut dire, oui, la diaspora peut apporter sa part. Elle le fait déjà, quand même, la diaspora. Oui, la diaspora le fait. Mais ça n'enlève rien à la responsabilité des États, à la responsabilité des entreprises sur place qui doivent aussi être encouragées, n'est-ce pas, à se développer parce qu'il y a des entreprises. Vous créez une entreprise, vous n'avez pas le moyen et puis ça se meurt dans 2-3 ans après la création. Donc on doit aider ces entreprises-là qui doivent s'installer et puis employer les jeunes pour les empêcher d'émigrer. En réalité, prenons un exemple. La Banque mondiale va donner 100 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour l'agriculture. N'avons-nous pas des véritables agronomes ici? Oui, nous les avons. Pourquoi on ne peut pas les associer pour aller développer ce projet? Bon, si l'État ne le fait pas, mais pourquoi nous ne faisons pas de propositions? C'est ça une révolution culturelle et mentale dans un État. On ne doit pas toujours... Ça ne se fait pas déjà, Gaston Maungu? Mais je reviendrai ici dans un an, je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé avec ces financements-là, parce que les premiers financements, nous savons où est-ce que nous en sommes. Donc, nous devrions devenir des révolutionnaires, des hommes qui ont une vision et traduire la vision en actes. C'est nous les pionniers si vous voulez que ça change en Afrique. Mais si nous allons nous contenter de dire les conditions ne sont pas remplies, eh bien qui repartira? Personne. Un dernier mot, Monsieur Maïga. Oui, justement, l'histoire du frère
sur nous responsables de ce rêve fou des jeunes là-bas. Non, ça c'est illusoire. L'histoire est émaillée de migration, de mouvements de population, etc. On n'entre pas dans tous ces détails anthropologiques. C'est que certains, le cadre pour un retour volontaire au pays est un cadre bancal, dû aux autorités qui nous gouvernent. On a beau être de bonne volonté, eh bien, au choc de la réalité là-bas, c'est le découragement le plus complet. Je connais des gens qui l'ont tenté. Cependant, il y a des choses dont on parle très peu. C'est le cas de la communauté soninké du Mali ici. La plus grande communauté de migrants de l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui prennent en main leur village, leur région, en matière de finances, en matière de santé, en matière de scolarité, en matière de... Mais tout sous l'œil et la barbe de l'État. Parce que le pays n'a pas de potentialité voilà. Comme le Congo-Brazzaville, par exemple. Si on entre dans les comparaisons, on n'en finit pas. La question fondamentale, c'est la volonté et le sens de l'organisation. Ça, les Soninké, qu'on le veuille ou pas, l'ont réussi à merveille et ils ne viennent pas pour se promener, ils viennent pour travailler. Tous les travaux dont les autres ne veulent pas, ils se sont appropriés ces travaux-là, eh bien, et ce n'est pas des gens de la mondanité. C'est des travailleurs et allez voir leur village. Les addictions d'eau, les puits dans les villages, les centres de santé primaire. Mais ils ont assumé tout ça. Oui, mais cela n'empêche pas que les jeunes Maliens viennent. L'État a le budget, le moyen nécessaire de s'occuper de ces structures-là, de base nécessaires à la vie des populations. Mais comme l'État est défaillant dans tous nos pays, eh bien, les Soninké ont pris en main ce qu'il faut pour les sociétés, pour les régions. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Mahmoud Alpha Boukanié Maïga, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du Sahel, également auteur de Mali, le chaos généralisé aux éditions Paris Auditeur. Un grand merci à vous également, Daniel Togding et Gaston Maungou. Je rappelle que vous êtes tous deux écrivains. Gaston Maungou, vous êtes l'auteur de Comment devenir un nouvel être humain, également de Courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat et merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.